Observez bien la réaction de Brock Lesnar au moment de se prendre ce coup de pied dans le ventre. Vous pensez que c'est seulement Alistair Overeem qui lui met une raclée à l'UFC en 2011 ? En réalité, ce moment était loin d'être anodin. Il est en train de se faire tuer par un adversaire bien plus dangereux, qu'on évoque rarement quand on explore son aventure dans le monde du combat. Et pourtant, Brock dit que c'est le seul contre qui il a vraiment perdu. Donc voilà ce que je vous propose. On va se replonger dans le parcours de Lesnar au sein de la plus grande organisation de MMA, découvrir les histoires incroyables qui circulent à ce sujet et tenter de répondre à une question. Merry Christmas to Brock Lesnar. Contre qui celui qu'on décrit comme l'homme le plus dangereux de la planète a le plus souffert dans toute sa carrière de combattant? The UFC Heavyweight Champion of the World. I think I can take an ass whooping. Je me gavais de médicaments pour tuer la douleur et je me suis mis à boire de la vodka, beaucoup de vodka. Je ne suis pas sûr, mais je crois que je prenais une bouteille par jour et une centaine d'antidouleurs par mois pour accompagner ça. Voilà ce que Brock Lesnar disait sur son quotidien à la WWE pas longtemps avant de signer à l'UFC. Vous l'aurez compris, sa transition vers le monde du MMA est arrivée comme une bénédiction pour cet homme de la campagne, ancien champion universitaire de lutte, qui n'était pas fait pour ce mode de vie des catcheurs. Sur la route, show après show, on voit très rarement sa famille, tout en étant mal physiquement chaque jour. En plus, il venait d'être père pour la première fois en 2002, et être un père absent, ça le rendait fou. Un jour, il était même dans un avion et avait eu envie de casser la porte de l'engin et de sauter. On peut dire que le premier adversaire que Brock a donc dû terrasser, c'est la WWE et son mode de vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'arriver dans l'octogone, il a d'abord dû mener des batailles juridiques avec la compagnie de catch qui n'acceptait pas de voir sa poule aux œufs d'or s'en aller. I left WWE for a number of different reasons. I'm doing what I love to do. I'm here with one of the most exciting acquisitions ever. En tout cas, une fois que tout était enfin réglé légalement, et après avoir même tenté sa chance à la NFL avec les Vikings du Minnesota, Lesnar a décidé de ce qu'il voulait faire à présent, aller à l'UFC, la plus grande organisation de MMA du monde qui à l'époque avait de plus en plus de succès. Et c'est vrai que même au niveau du mode de vie, c'est beaucoup mieux pour lui. Il a juste quelques combats par an, la plupart du temps il peut être avec sa famille et s'entraîner chez lui. Le fait est qu'il va avoir son premier combat de MMA en juin 2007 avec l'organisation japonaise K1 contre un certain Min Soo Kim. Un combat qui va gagner en un peu plus d'une minute. Mais la seule chose qui intéressait Brock, c'était de signer à l'UFC. À cette époque, Dana White, le patron, ne répond pas à ses appels, alors Brock va faire quelque chose d'incroyable. Comme il le raconte, je me suis acheté une place à l'événement UFC 74, où il y avait le match Randy Couture contre Gabriel Gonzaga. Après les combats, j'ai escaladé les barrières de sécurité, j'ai couru dans l'octogone, j'ai attrapé Dana White par l'épaule et je me suis présenté. On a eu une réunion, il m'a pris au sérieux. On a parlé de tout sauf d'argent, parce qu'à l'époque, je m'en foutais. Je voulais qu'il me donne ma chance, qu'il me signe même pour un seul combat. Je voulais lui prouver que je lui rapporterais de l'argent avec les achats de pay-per-view. C'est taré, non ? To be the best heavyweight in the UFC. And I'm ready for war, baby. I'm looking for a fight. En tout cas, son rêve va se réaliser. Il y signe officiellement le 21 octobre 2007 et les choses sérieuses commencent. Il prend les meilleurs dans tous les domaines pour le coacher. Avant d'y avoir son premier match, il s'est entraîné intensément pendant 2 ans. Il a même fait construire sa propre salle de sport chez lui. Ce qui est certain, c'est que tout semblait réuni pour qu'il réussisse à l'UFC. Avec un passé de lutteur de haut niveau et 130 kilos de muscles, avec la force d'un gars de 200 kilos selon un de ses coachs. On était loin d'imaginer que bientôt, il passerait tout près de la mort. On disait de lui que c'était un monstre, une force de la nature, et pourtant, son premier match à l'UFC ne va pas du tout se passer comme prévu. Le 2 février 2008, dans la catégorie poids lourd, il va affronter Frank Mir, un expert en jiu-jitsu brésilien et déjà bien expérimenté dans les arts martiaux. Contrairement à beaucoup de personnes qui réduisaient Brock Lesnar à un mec de la WWE, Frank Mir dit qu'il l'a pris très au sérieux, qu'il ne l'a pas simplement vu que comme un catcheur, mais qu'il voyait Brock comme un ancien champion national de lutte. Le combat lui-même va être très court et va avoir un scénario vraiment inattendu. Déjà, Brock va tout de suite clouer les becs de ses détracteurs en faisant un takedown au bout de 5 secondes. On peut dire qu'il a commencé la fleur au fusil. Et pour l'anecdote, Brock a des mains tellement grosses que l'UFC a dû lui fabriquer des gants sur mesure. Brock est face à un gars beaucoup
plus expérimenté que lui, et pourtant il le domine complètement, en étant brutal, peut-être même un peu trop. Il va y avoir une interruption et une pénalité contre lui parce qu'il a donné un coup à l'arrière de la tête de Mir, ce qui est interdit. He's going for a footlock. Malheureusement, malgré une domination énorme, Brock va finir par se faire avoir sur une erreur que le renard Frank Mir a pleinement exploitée. Je veux dire que ça reflétait pas du tout la physionomie du match, mais Lesnar a hélas perdu. Frank Mir raconte qu'il était choqué que Brock le laisse faire cette soumission, qu'il a gagné grâce à une prise qu'il a apprise dès sa première semaine de MMA il y a des années, et que Brock aurait dû savoir comment se défendre. D'ailleurs, Mir n'hésitera pas à narguer Brock sur ça. Lesnar, lui, il était au bout du rouleau. Il voit sa vie s'effondrer dans sa tête et imagine que Dana White ne voudra jamais lui donner un autre combat. Mais au final, c'est tout le contraire. Dana est venu le voir après le match et lui a dit que c'était incroyable, qu'il aurait un autre match. Et là, Brock était soulagé. C'est vrai que malgré cette défaite sur une erreur bête, c'est un match où les fans étaient à fond, c'était divertissant, et sans aucun temps mort. Donc on imagine que ça a dû plaire à Dana. Cette défaite va en tout cas allumer un feu en Brock et lui donner une soif énorme de vengeance par rapport à Frank Mir. Comme Brock le dit, mon premier combat contre Frank Mir à l'UFC m'a appris encore plus l'humilité. En amont, je m'étais tellement préparé à défendre la clé de genou, sûrement 1 million de fois, et pourtant, c'est comme ça que j'ai perdu ce combat. J'étais tellement en colère contre moi-même, j'ai demandé à Dana White de me donner une autre chance. Et ce sera pas la dernière fois que Lesnar affrontera un ennemi redoutable. Cette autre chance, ça va être un match contre Heath Herring, le 9 août 2008 à l'UFC 87, où Brock Lesnar va être plus déterminé que jamais à faire ses preuves, encore plus en raison d'une scène qui a eu lieu en coulisses pas longtemps avant le match. L'adversaire de Brock va passer devant son vestiaire et dire quelque chose que Brock va entendre. Je vais montrer à ce type qu'on n'est pas à la WWE ici, qu'ici, on se bat pour de vrai. Donc Lesnar a entendu ça, ça l'a rendu cinglé, et ça lui a donné encore plus envie de le démolir, et c'est ce qui va arriver. Pendant 15 minutes, ça a été une domination à sens unique, où il a notamment mis à Herring des coups de genou dans les côtes, et il suffit de voir les dégâts qu'il a eu au visage pour comprendre l'enfer que c'est d'être enfermé dans une cage avec Brock Lesnar. Dans l'interview d'après-match, Brock a harangué la foule en disant « Can you see me now ? Est-ce que vous me voyez maintenant ?» Et Dana White dit que c'est le combat qui a tout changé pour Brock. Et quelques mois plus tard, il va déjà avoir droit à un match pour la récompense suprême, le championnat poids lourd de l'UFC. Brock Lesnar, Randy Couture, heavyweight title on the line. On est le 15 novembre 2008 et Brock va affronter le champion Randy Couture. Et on doit réaliser tout ce que ce combat représente. Couture, il a 45 ans à cette époque, soit 14 ans de plus que Brock. C'est un vétéran du MMA et un gars qui a battu des légendes de l'UFC comme Chuck Liddell, Tito Ortiz ou Vitor Belfort. Lesnar dit lui-même que Couture est un athlète de classe mondiale, peu importe son âge. Donc Brock a un énorme adversaire face à lui. Mais de l'autre côté, il a aussi des arguments à faire valoir. Il fait 120 kg alors que Couture en fait 100, ce qui peut être un avantage. Après avoir fait son entrée sur le morceau Enter Sandman de Metallica, qui lui allait comme un gant je trouve, il va gagner ce match, après avoir réussi à mettre un coup sur le côté du crâne de Couture, ce qui va faire tomber ce dernier, et ensuite il va lui mettre, et j'ai compté, plus de 30 coups en à peu près 15 secondes. C'est complètement hallucinant. Dans ce qui était seulement son 3e combat à l'UFC, Lesnar devient déjà champion du monde, et je profite de l'occasion pour dire que j'adore cette ceinture par rapport aux actuelles. C'est une performance incroyable, mais Brock, lui, ne se sentira pas totalement champion. Pour ça, il avait besoin d'avoir sa revanche contre le seul adversaire qui le hante pour le moment, Frank Mir. Ce rematch va avoir lieu à l'UFC 100 le 11 juillet 2009. Le build-up va être beaucoup plus tumultueux que la première fois qu'ils se sont affrontés. Cette fois-ci, Mir va être bien plus arrogant, se vanter de sa victoire dans leur premier match, dire que Brock ne connaissait rien au MMA, alors que Lesnar lui disait que Mir avait eu de la chance dans leur premier match et qu'il était qu'un karaté kid glorifié. Clairement, il y avait une vraie histoire de revanche à prendre pour Brock, contre un type qui se moquait de lui. Au final, alors qu'il aurait très bien pu être moins bon avec toute la pression qu'il y avait sur lui, Lesnar va avoir la rage de vaincre. Regardez cette intensité incroyable après avoir gagné quand il hurle sur la caméra. C'était génial. Et on peut dire que dans les droites qu'il mettait à Mir après l'avoir contrôlé du début à la fin, on ressentait toute sa rage. En tout cas, ce match contre Mir était mon préféré de Brock à l'UFC perso, avec toute cette histoire autour. D'ailleurs, la haine que Mir avait envers Lesnar était bien réelle, puisqu'il avait déclaré qu'il voulait faire de lui la première personne qui meurt à cause de blessures subies dans l'octogone. Il a confié qu'il détestait pour de vrai qui il est en tant qu'être humain,
Si par la suite il présentera ses excuses pour ses paroles démesurées, loin de se douter que son rival ferait bientôt vraiment face à la mort. Weeks listening to that dumpster talking trash. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Brock Lesnar était au sommet de l'UFC. Il était champion du monde poids lourd incontesté. Et ce pay-per-view est resté pendant plusieurs années le plus vendu de l'histoire de l'UFC, avec 1,3 million d'achats, jusqu'à l'avènement d'un certain Conor McGregor qui dépassera ces chiffres. Brock était l'attraction principale de la compagnie. Et en l'espace de 2 ans, son ascension y a été vertigineuse. Tout laissait penser qu'il allait rester au top encore des années et qu'il continuerait d'écrire sa légende à l'UFC. Et pourtant, après ça, plus rien ne sera jamais pareil. On est le 3 juillet 2010 et Brock Lesnar va enfin défendre sa ceinture à nouveau après 1 an sans combattre. Son adversaire cette fois-ci, Shane Carwin, celui qui a été couronné champion poids lourd intérimaire pendant l'absence de Brock, qui est invaincu et qui a même gagné tous ses matchs dès le premier round. Pouvait-on seulement imaginer un adversaire plus coriace? En tout cas, le combat sera vendu par l'UFC comme le plus gros match de tous les temps. C'est clairement son plus gros challenge dans sa carrière de MMA jusqu'à présent, et c'est bien ce qu'on va voir dans ce match. Pendant le premier round, Lesnar va être complètement dominé, se retrouver à terre et en sang, en essayant seulement de survivre. Il est vraiment au bord de la défaite, mais il traverse cette tempête et obtient son passeport pour le deuxième round, un stade où Carwin n'avait encore jamais été. Est-ce que ce dernier allait réussir à garder la même intensité et dézinguer pour de bon un Brock affaibli? Ou est-ce qu'il s'était épuisé contre un Lesnar qui avait tenu bon? Et finalement, dans un scénario incroyable, la résilience de Lesnar va payer, puisqu'il va complètement renverser la tendance et soumettre Carwin. Même si Brock était quasiment l'ombre du viking surpuissant qu'il avait été, il a captivé les fans, puisque ce show a eu 1,16 million d'achats de pay-per-view, un record à l'époque. And I'm still the toughest SOB around, baby. Mais le 23 octobre 2010, à l'UFC 121, il doit affronter une nouvelle fois un phénomène encore invaincu, le Mexicain Cain Velasquez. Déjà, il y a une remarque à faire au niveau du look de Lesnar. Pour la première fois, il va avoir une barbe, un changement d'apparence qu'il explique en disant qu'il l'avait laissé pousser en vue de l'hiver, la saison où il allait chasser et pêcher. Pendant son entrée, il va même bousculer un policier, et l'excellent commentateur Joe Rogan va dire « Il y a 1000 ans, le seul moment où vous voyez un gars comme Brock, c'est quand il débarquait en bateau sur votre plage, et que vous deviez vous enfuir !» Quand le match va avoir lieu, ce qu'on remarque, c'est un Brock qui se précipite, qui semble tout de suite vouloir se jeter sur Cain. Comme Lesnar le dira lui-même après coup. Il n'a pas respecté la stratégie qu'il avait élaborée avec ses coachs, et il a improvisé, ce qui est rarement une bonne idée dans une cage. Hélas, il va se faire battre par Velasquez. Et on va voir Brock beaucoup saigner. D'ailleurs, la cicatrice qu'il a aujourd'hui sous l'œil vient de ce combat-là. Il perd donc sa ceinture. Et clairement, c'était un Brock diminué, pas à son meilleur niveau. Aurait-il dû accepter ce match? Est-ce que l'UFC, qui avait déjà dû attendre 1 an entre son combat avec Mir et celui contre Carwin, a voulu accélérer les choses? En tout cas, après cette défaite, le conquérant reconnaîtra qu'il s'est fait botter les fesses. Est-ce qu'en coulisses, en dehors de la cage, quelque chose de bien plus grave se tramait? En tout cas, le prochain élément notable de Brock à l'UFC, c'est qu'il a été coach sur l'émission phare de la compagnie, l'Ultimate Fighter. Une télé-réalité où des jeunes combattants sont isolés dans une maison et cherchent à gagner un contrat dans l'organisation. Pour l'anecdote, dans la team de Brock, il y avait un certain Tony Ferguson, le futur vainqueur de l'émission, et qui deviendra des années plus tard un chouchou des fans. À la base, tout ça était censé mener à un match de Lesnar contre le coach de l'autre équipe, le Brésilien Junior Dos Santos, et malheureusement, de nouveaux problèmes viendront annuler ce combat. Tonight was the last time you'll see me in the octagon. Aussi fou que ça va vous paraître, cette succession de coups durs mène déjà à son dernier combat de cette période à l'UFC, le 31 décembre 2011 contre le Hollandais Alistair Overeem, dont ça va être le premier match dans la compagnie de Dana White et qui est à ce moment-là invaincu depuis 2007. Et dans ce match, on remarque direct quelque chose qui prendra tout son sens dans quelques minutes. Overeem s'en prend tout le long aux intestins de Brock. Il bombarde son ventre et au bout d'un moment, Lesnar s'effondrera et perdra sous la pression intense du Néerlandais. C'est quand même à noter que Alistair Overeem aura très peu de temps après des problèmes liés au dopage, et qu'à partir du moment où l'UFC collaborera sérieusement avec l'USADA, vous savez, l'agence américaine d'antidopage, Overeem ne sera plus jamais le même physiquement. Ça laisse imaginer que ce jour-là, en décembre 2011, Brock n'était peut-être pas dans un combat équitable. Mais la vraie question à laquelle on va répondre, c'est la suivante. Ce jour-là, Brock avait-il vraiment perdu contre Alistair Overeem?
ou plutôt contre un adversaire bien plus dangereux qui le torture depuis plusieurs années, à l'abri de tous les regards. Il y a une chose fondamentale dans la carrière de Lesnar à l'UFC dont on n'a pas encore parlé, et je vais tout vous expliquer. À l'été 2009, Brock Lesnar était sur le toit du monde, rappelez-vous. Sa revanche contre Mir était dans la poche, il était champion poids lourd. À ce moment-là, on pouvait imaginer des défenses de titre tous les 6 mois à peu près, la fréquence moyenne de ses combats jusqu'à présent. On pouvait se réjouir de le voir affronter de nouveaux adversaires, notamment celui qui était considéré par beaucoup comme le plus grand combattant de tous les temps, qui était invaincu depuis des années et que Dana White essayait de faire venir à l'UFC. Je parle du russe Fedor Emelianenko. Mais en réalité, c'est contre un adversaire bien plus vicieux que Brock Lesnar va avoir le combat le plus difficile de toute sa vie, la maladie. Alors que Brock était censé revenir dans l'octogone à la fin de l'année 2009, il va avoir la diverticulite. Ce qu'il faut retenir de cette période très douloureuse pour lui, c'est qu'il a dû être absent pendant des mois pour se soigner et même se faire opérer en mai 2010. Et que ses intestins ont été très probablement endommagés par les antidouleurs qu'il a pris toutes ces années. Il a raconté que pendant quasiment un an, il souffrait de quelque chose sans savoir ce que c'était, avec entre autres des douleurs à l'estomac. En fait, il a payé une erreur qu'il a faite toute sa vie. Se contenter de manger de la viande et des pommes de terre tout le temps, et laisser de côté les légumes verts par exemple. Comme Brock le dit lui-même, cette maladie l'a touché au pire moment. Et non seulement on pouvait sérieusement se demander s'il pourrait un jour retrouver son meilleur niveau, mais même s'il allait pouvoir retourner dans l'octogone tout court, vu que tout ça lui a même fait perdre une vingtaine de kilos. Impossible de regarder ces matchs contre Carwin, Velasquez et Overeem sans considérer cet autre adversaire qui a failli le tuer en dehors de la cage ces années-là. Le fait est qu'après cette défaite contre Overeem, à 34 ans, il annonce que c'était son dernier match. Hélas, sa santé ne lui permet plus d'être à son meilleur niveau et comme il le raconte, j'ai le sentiment qu'on m'a volé ma carrière à l'UFC. Dans mon esprit et dans mon cœur, je n'ai jamais perdu contre un adversaire, j'ai perdu contre ma maladie. C'est elle, l'adversaire qui m'a battu. Mais attention, Brock Lesnar n'avait pas encore dit son dernier mot dans le MMA. Stay positive and believe. Ce regret de ne pas avoir pu terminer son aventure à l'UFC comme lui l'aurait voulu va hanter Brock toutes les années suivantes. Alors bien sûr, à partir d'avril 2012, il sera de retour dans le catch, mais ça ne l'empêchera pas de recontacter Dana White pour revenir à l'UFC 200, ce qui avait du sens à ses yeux, vu qu'il était présent à l'UFC 100. Le 9 juillet 2016, environ 4 ans et demi après son dernier match, Brock Lesnar va donc affronter Mark Hunt. C'est un combat que j'ai trouvé beaucoup moins divertissant que ses précédents perso, dans lequel il a surtout cherché à emmener le combat au sol pour contrôler son adversaire et gagner le match en faisant de la gestion quoi. Mais la vraie histoire est ailleurs, et rend ce retour beaucoup moins beau qu'on aurait pu imaginer. En fait, on apprendra quelques jours après l'événement que Brock a été contrôlé positif au clomifène, qui empêche l'action des œstrogènes. Pour faire simple, c'est des stéroïdes qui vont plus ou moins favoriser la testostérone, la virilité, et ce produit qui est totalement interdit à l'UFC. Conséquence, Brock va écoper d'une suspension d'1 an et de 250 000 $ d'amende. Sa victoire contre Mark Hunt sera annulée et considérée comme un combat sans décision. Or la question c'est, est-ce que Lesnar a triché? Est-ce que c'était volontaire? À propos de cette histoire, il déclarera juste qu'il comptait aller au bout de tout ça et qu'il s'en sortirait, qu'un jour on le reverrait peut-être dans l'octogone. Ce qui semble être le fin mot de cette situation, et ça fait partie de ce que Mark Hunt reproche à l'UFC, qu'il a poursuivi en justice à propos de tout ça, c'est que l'organisation voulait que l'UFC 200 soit colossal. Mais Conor McGregor puis John Jones n'ont finalement pas pu y participer. Donc, ils se sont arrangés avec Lesnar pour contourner les procédures habituelles antidopage et garantir qu'il puisse être présent, pour sauver le pay-per-view en quelque sorte. Certains pensent que comme tout s'est passé assez vite, Brock avait encore des traces de stéroïdes qu'il prend pour garder son physique impressionnant quand il est à la WWE, où son dernier match datait seulement du mois d'avril 2016. En tout cas, tout ça est bien dommage, et vient entacher l'histoire de Lesnar à l'UFC, surtout qu'au final, à moins d'un retournement de situation improbable, ça restera le dernier combat de sa vie là-bas, puisqu'en juin 2019, Dana White avait expliqué que Brock avait pris sa retraite du MMA, et Brock l'a aussi confirmé en mars 2022. Et pourtant, on a failli avoir au moins un autre match. And watch the heavyweight disasters from the beginning. I'm coming for you. Vers 2018-2019, on en préparait un, entre Brock et celui qui dominait la catégorie poids lourd de l'UFC à l'époque, Daniel Cormier. Ils s'étaient même confrontés dans la cage, et ça semblait vraiment très concret.
En avril 2018, son ami Paul Heyman avait même déclaré aux médias « Un retour de Brock dans l'octogone est envisageable. Ce n'est plus un secret. Il a été au bureau de l'UFC à Las Vegas et a même pris une photo avec Dana White. » Mais au final, c'était tombé à l'eau. Et Dana expliquera qu'en réalité, si ça n'a pas eu lieu, c'est parce que la WWE a proposé à Lesnar un plus gros contrat que l'UFC. On peut voir qu'avec Brock, c'est souvent une question de négociation, de faire monter les enchères entre les deux compagnies pour avoir le meilleur contrat possible. Et c'est quand même très dommage, je trouve. Surtout que ce match avec Cormier donnait envie. Tout comme un combat contre le grand John Jones, qui avait aussi défié Brock. Vous avez un goût d'inachevé ? C'est normal. Non seulement à l'UFC, il a connu une ascension et une chute très rapide, condensée sur 4 ans environ, et en comptant des longues périodes où il n'était pas actif, mais il n'y a pas du tout eu tous les incroyables matchs qu'il aurait pu y avoir. Mais restons positifs. Au moins Brock a pu y combattre, trouver un mode de vie qui lui correspondait vraiment, et quand même avoir des succès incroyables. Il était fait pour devenir combattant là-bas, c'est sûr, et c'est déjà super qu'il y ait été. Quand il a pu y être à son meilleur, il était impressionnant, dominant, puissant, peut-être le poids lourd le plus divertissant. Vous êtes pas d'accord ? Venez en débattre en commentaire, et dites-moi ce que vous avez pensé de son parcours à l'UFC. En tout cas, merci pour votre fidélité, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, et je conclurai sur ces paroles de Brock Lesnar lui-même, qui illustrent bien toute cette aventure. Si j'étais né il y a quelques siècles, j'aurais été un gladiateur. Il n'y a personne sur Terre comme moi. Je suis né pour combattre, et je combattrai n'importe qui qu'on mettra face à moi. D'où est-ce que ça vient ? Je sais pas, c'est juste qui je suis. Et si vous avez envie de découvrir des scandales et des controverses autour de l'univers du combat et de ses plus grandes stars, cette playlist devrait beaucoup vous intéresser. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous invite à rester sur Fight City Stories pour en voir d'autres. A tout de suite.